Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Plus question d'audit pour l'Organisation internationale de la francophonie à la CENI. L'OIF a annoncé ceci dans un communiqué rendu public le mercredi qu'elle désistait à l'idée d'auditer le fichier électoral comme le lui avait demandé la centrale électorale. On en parle dans cet élément. L'Organisation internationale de la francophonie évoque comme mobile la durée impartie par la centrale électorale pour cette opération, soit du 15 au 20 mai, ce qui rend, je cite, très difficile la réalisation de cet exercice impossible, note le document qui n'a pas précisé cependant ce que cette durée constitue comme entrave à l'action de l'OIF. Déjà, cette organisation francophone rappelle qu'elle a déployé du 23 au 28 avril dernier une mission exploratoire à Kinshasa aux fins d'évaluer le contexte global de préparation, de déroulement du processus électoral et d'identifier les domaines où l'OIF pourrait apporter un appui. En RDC, la tension était vive dans la classe sociopolitique lorsqu'il a été annoncé une probable mission d'audit externe de l'OIF du fichier électoral. La présence de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête du secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est cela tout le problème car son pays agresse la RDC dans sa partie est sous le label du M23 sans que son organisation ne les condamne. Et bien avant cette annonce, la CENI et la SYNCO ont eu un échange autour de cette question qui a fait couler beaucoup d'encre et salive dans la sphère sociopolitique. Monseigneur de l'Ancien Cholet, secrétaire général de la SYNCO, prônait une approche plutôt technique politique sur ce dossier, mais en besoin de trouver une alternative un peu plus meilleure. Je vous propose de l'écouter. Ce qui nous a amené aujourd'hui à rencontrer le président de la CENI, M. Denis Kadima, c'est le débat qui est en train de naître, un certain narratif qui est en train de naître par rapport à la nécessité de l'audit international, l'audit qui devait être mené par l'OIF, invité d'ailleurs par la CENI, mais on entend depuis un certain temps des réactions comme quoi ce n'est pas bon par rapport à la souveraineté du pays, par rapport à l'intégrité et surtout que la directrice de l'OIF, c'est une Rwandaise. Alors, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faut vraiment seulement que ce soit un audit national. Et nous, ça nous préoccupe. D'abord, les arguments sont politiques, ça peut se comprendre politiquement par rapport à la présence de la Rwandaise à la tête de l'OIF. Soit dit en passant que parmi les institutions qui défendent l'intégrité nationale et la souveraineté nationale, il y a la SYNCO qui a dénoncé l'attitude de l'indifférence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe au Rwanda. Je vous informe que nous venons d'avoir une mission conjointe avec l'ECC aux États-Unis pour justement sur la situation à l'Est. C'est pour dire que nous tenons à l'intégrité, mais qu'on n'amène pas ça dans les questions techniques comme les questions électorales. Alors notre peur était que la CENI puisse être influencée par un certain discours pour être fermée à l'audit qui aurait une dimension internationale. Et nous avons échangé avec le président de la CENI qui est conscient et d'ailleurs il nous a répété que c'est lui qui avait invité l'OIF. Il n'a rien à cacher par rapport à un audit qui aurait une dimension internationale, c'est ça qui nous a rassurés. Donc franchement, nous regardons dans la même direction. Donc nous disons, si ce n'est pas l'OIF pour des raisons que nous dirons politiques, on peut trouver une alternative pour dire qu'une alternative qui rassure. Pour nous, l'alternative qui rassure et aussi par rapport à l'objectivité même de l'efficacité. Puis l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a tenu une réunion préparatoire du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement concernés par l'accord cadre d'Addis Abeba. À l'issue de cette rencontre, le représentant des Nations Unies a appelé Kigali et Kinshasa à un nouveau dialogue pour désamorcer la crise. On en parle avec Ruth Dinanzei.
Cette réunion préparatoire du sommet de Bujumbura, au cours duquel prendra part le secrétaire général de l'ONU, dessine une lueur d'espoir pour stabiliser l'Est de la RDC. Antonio Guterres, qui a envoyé son émissaire avec un message fort relatif au retour de la paix en RDC, est catégorique. Il condamne avec la dernière énergie la récente série d'attaques du M23 et ses avancées au Nord Kivu. L'ONU s'est engagée à soutenir la République démocratique du Congo et les pays de la région pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba signé en février 2013. Première initiative de paix conclue il y a 10 ans pour éradiquer le cycle des violences en République démocratique du Congo. Rappelons que dans cet accord d'Addis Abeba, le gouvernement congolais s'est engagé à mener les réformes sécuritaires et institutionnelles susceptibles de renforcer l'autorité de l'État, promouvoir la décentralisation, le développement économique et la réconciliation nationale. Quant aux pays de la région, il s'était engagé à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ni à soutenir les groupes armés, mais aussi à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Selon le représentant du secrétaire général des Nations Unies qui a présidé cette séance préparatoire, le 11e sommet de Bujumbura qui se tiendra ce 6 mai sera une occasion pour les chefs d'État d'assurer l'effectivité de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. On continue à parler sécurité, mais aussi la situation de la liberté de la presse dans des zones sous occupation par des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Les professionnels des médias éprouvent de sérieuses difficultés pour exercer ce noble métier car subissant une sorte de pression de la part des terroristes rwandais. On écoute à ce sujet notre confrère David Lupemba depuis Goma. Il a pu échanger avec certains journalistes qui se trouvent encore coffrés dans des zones sous occupation rebelle. On l'écoute. Ces médias qui fonctionnent là-bas n'exercent pas, n'est-ce pas, ne fonctionnent pas en toute liberté. La liberté de la presse dans ces contrées-là connaît des restrictions qui sont imposées par les terroristes parce qu'ils voudraient que les lignes éditoriales des médias qui fonctionnent dans les zones sous occupation puissent répondre, n'est-ce pas, à leurs besoins et à tout ce qu'ils veulent faire consommer à l'opinion. C'est comme cela qu'aujourd'hui nous avons parlé avec certains de ces professionnels des médias qui travaillent dans les zones sous occupation et disent que là-bas c'est terrible. Il suffit de faire une petite bourde, il suffit de commettre juste une erreur dans la diffusion d'une information qui peut-être touche aux intérêts des terroristes et là carrément ils vont vous arrêter, ils vont vous torturer et parfois ils vont plus loin jusqu'à saisir les matériels et même fermer certaines chaînes comme ça a été le cas ici récemment. Donc ils ont, en tout cas, ces professionnels des médias ont émis le vœu de voir le gouvernement congolais libérer tous les territoires qui sont encore sous occupation afin que l'exercice de la liberté de la presse soit effectif dans toute la province du Nord Kivu en général. Il faut rappeler que certains des professionnels des médias qui étaient dans les zones sous occupation ou rebelles avaient été évacués par la MONUSCO, alors que d'autres qui, pour une raison ou une autre, n'avaient pas eu l'opportunité de pouvoir être évacués et ont pris la résolution de continuer à fonctionner là-bas. Cependant, ceux qui sont ici, c'est-à-dire les journalistes déplacés venus des Rutshuru et Masisi, continuent à s'inquiéter par rapport aux conditions de vie qu'ils mènent ici, mais également par rapport aux traitements qui sont infligés à leurs collègues qui sont restés dans les zones sous occupation. David Lupemba depuis Goma. On a donc célébré mercredi la journée mondiale de la liberté de la presse. Une grande manifestation était organisée à Kinshasa par le ministère de la Communication et Médias en présence de plusieurs professionnels de la presse et d'autres hautes personnalités du pays. On en parle dans cet élément. Au cours de cette manifestation à laquelle le président de la République a pris part, l'ONG Journalistes en danger a mis en exergue les réalisations de l'actuel régime dans le domaine de presse
Entre autres, une nouvelle loi de la presse décrite comme plus moderne et plus protectrice des journalistes 27 ans après. Mais ce qui a le plus attiré l'attention, c'est les 30 places gagnées par la RDC dans la 21e édition du classement mondial de Reporters sans frontières depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, s'est réjoui Chivis Chivwadi. Il y a 4 ans, la RDC occupait la 154e place au classement mondial de la liberté de la presse des Reporters sans frontières, qui est une organisation connue et reconnue mondialement pour sa rigueur et son sérieux. Ensuite, nous sommes passés à la 150e place en 2020 et à la 125e place en 2021. Aujourd'hui, au dernier classement qui vient d'être publié il y a quelques heures, la RDC vient de gagner encore une place et se positionne à la 124e place sur 180 pays du monde. La liberté d'expression, c'est notamment cela qui a permis à la RDC de réaliser ce score, une liberté que l'on ne trouvera jamais au Rwanda, comme l'a souligné le ministre de la Communication et Médias. La République démocratique du Congo ne sera jamais le Rwanda, où il n'existe aucune voix dissonante, où il n'existe aucune presse libre, où sont éteintes toutes les voix qui pensent le contraire du régime tyrannique de Kagame. Ces modèles antidémocratiques ne sera jamais exportés chez nous, parce que, Monsieur le Président de la République, vous ne les laisserez jamais arriver. Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression, comme de tous les autres droits de l'homme, c'est sur ce thème qu'est célébrée cette journée dans le monde. Le Sénat vient à son tour de proroger pour une énième fois l'état de siège dans le Nord Kivu et en Ituri. C'était au cours de la plénière récente dans cette chambre du Parlement où les élus ont voté également 6 projets de loi portant habilitation du gouvernement. On écoute à ce sujet le président du Sénat, Modeste Bahati. Pour le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 87 membres ont pris part au vote. 80 membres ont voté oui, 5 membres ont voté non, 2 membres se sont abstenus. En conséquence, le Sénat vote ce projet de loi. 2. Pour les 6 projets de loi, en exécution de la loi d'habilitation du gouvernement de décembre 2022. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 87 membres ont pris part au vote. 80 membres ont voté oui. 4 membres ont voté non. 3 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote les 6 projets de loi. Lutte contre les sachets plastiques à Kinshasa, un cadre de la société Kim International a été aperçu en train de travailler dans cette entreprise alors que condamné à 5 ans de prison en décembre dernier pour tentative de corruption du vice-gouverneur pour être épargné des mesures interdisant la production des sachets non biodégradables, un fait farouchement condamné par Gekoko Mulumba qui parle d'un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire après s'être rendu sur le lieu de cette société. Je vous propose de l'écouter. Je me trouve à l'endroit où on a arrêté celui qui a failli me corrompre avec 3 000 $ américains. Il a été jugé en flagrance et a été condamné à 5 ans de prison. Mais on leur a trouvé ici, ils ont ouvert l'usine et ont continué à produire des sachets. Plus grave, la personne qui a été condamnée à 5 ans de prison a été retrouvée assise dans son bureau. Quand je dis toujours que la justice ne nous aide pas, c'est ça le comble, c'est ça le problème.
Tant que le texte de loi existe, les sociétés de production de sachets non biodégradables ne fonctionneront jamais. Pour ce faire, il faut que la justice nous aide. Nous sommes venus et nous leur avons trouvé avec une réquisition d'un certain parquet. Ce n'est pas bien, ce n'est pas encourager notre travail. Quand on observe la saleté dans la ville de Kinshasa ou au Congo, premièrement, c'est des sachets qui tuent notre pays. Il faut au moins plus de 100 ans pour qu'un sachet se décompose sous la terre. Deuxièmement, des bouteilles d'eau pour lesquelles nous demandons des fortes dispositions juridiques pour que les propriétaires de ces bouteilles puissent les racheter ensuite. C'est difficile, mais nous n'allons pas nous fatiguer. Celui qui aime son pays ne se fatigue pas, un peu comme un éléphant qui ne se lasse pas de ses ivoires. On passe au sport. On commence d'abord par le football. Maître Innocent Kibundulu est nommé au poste de secrétaire général de la Fédération congolaise de football association en remplacement de Belge Situatala. L'annonce a été faite via un communiqué du comité de normalisation rendu public ce jeudi 4 mai dans le site de la Fédération. Lionel Ngolo. C'est une nouvelle qui sera considérée comme un ouf de soulagement pour les sportifs congolais. Il s'appelle Maître Innocent Kibundulu Kazadi, nommé en tête du secrétariat général de la Fédération congolaise de football association, FECOFA en sigle, comme l'indique une lettre adressée à l'ancien détenteur du poste, je cite, Belge Situatala, et signée par le tout nouveau président du comité de normalisation. Très connu dans le milieu footballistique national, Innocent Kibundulu était jusqu'à sa nomination membre de la commission de gestion de la Ligue nationale de football et le tuteur de la formation des TP Les Anges sociétaires de la tente provinciale de football de Kinshasa et PEFKIN en sigle. Le nouveau secrétaire général de la FECOFA fait partie de l'histoire du football national pour avoir eu l'honneur d'encadrer le joueur comme Meshak Elia, champion de Suisse cette saison avec le Young Boy de Berne, ou encore Mika Miché, actuel sociétaire du FC Saint-Eloi-Lupopo, qui a eu avec son ancienne équipe Jogari. Cette dernière, en fusion avec une autre, donnera la naissance en 2014 du FC Renaissance du Congo. Selon cette lettre désignée au secrétaire général sortant, il lui est écrit: pour des raisons d'organisation interne et au fonctionnement du comité de normalisation mis en place par la FIFA, suivant sa communication du 27 avril 2023, vous êtes relevé de vos fonctions actuelles de secrétaire général de la FECOFA, mises à la disposition du service administratif de cette dernière. Rappelons, il a été demandé à Belge Situatala, des réceptions du courrier, de procéder à une remise et reprise exhaustive avec M. Innocent Kibundulu Kazadi, je citais. Et puis une bonne nouvelle en boxe à présent, la RDC s'offre une place en 8e de finale du 22e championnat mondial de la spécialité grâce à la victoire 4-1 du boxeur Fiston Mbala. Et dans un autre combat du jour, un autre léopard quitte la compétition après une défaite. Il s'agit du boxeur Steve Kulengulua. On écoute Lionel Ngolo qui nous donne des précisions. Ring B, ladies and gentlemen, winner of bout number 196 by split decision is boxing out of the blue corner. Fiston Mbaya offre à la RDC son tout premier 8e de finale au mondial du 22e championnat de boxe 2023. Après sa première victoire obtenue le mardi dernier, le champion du Congo a remporté sa 2e épreuve et se qualifie tout de même pour les 8e de finale. Une place de plus gagnée par la RDC, mais surtout une énorme joie pour tous les staffs. Pour soutenir le général Yunumabé, parce que c'est la fierté à Congo. La boxe na Congo. Je suis toujours champion, je suis toujours mondialiste. On note également une nouvelle à ce 22e championnat mondial de la spécialisation. Il s'agit du boxeur Steve Kulunguka de la catégorie de 71 kg, battu par le Turkménistan 1-4, une défaite qui n'échappe pas au contrôle du boxeur congolais. Handicapé par son état physique, Steve Kulunguka a tout donné pour remporter ses combats.
Là, étant dans le monde, on va le monter, qui était qui est là, la semaine est à la base. Et mes autres dérangements, puis on va faire la salle est nécessaire, mais rappelons que ce 22e championnat mondial ira jusqu'au 14 mai prochain et d'autres représentants congolais sont attendus dans la suite de la compétition. Fin de cette édition d'information. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.